Les appuis à son gouvernement ont fondu au cours des derniers mois, mais François Legault persiste et signe. Il sera dans les blocs de départ aux prochaines élections prévues pour octobre 2026. Je l'accueille avec plaisir en studio. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Philippe Quentin. Vous avez l'air assez en forme malgré un Oui. automne qui n'a pas été facile. C'est l'elliptique qui m'aide un petit peu. L'elliptique? Ouais, l'elliptique. C'est ouais. quoi ça? Ah, vous savez pas c'est quoi? Expliquez-moi ça. Ben, au lieu d'avoir un tapis roulant où on cogne puis c'est dur pour les genoux, c'est comme des escaliers OK. qui montent, descendent. Ouais. Puis vous avez fait ça tous les jours? Hey, pour un gars de sport, là, ça me surprend, vous ne connaissiez pas ça. Là. Moi, je commence le sport. OK. Mais vous devez être content, là, le Canadien va bien? Hey, le Canadien va bien. Là. Bon, de l'échapper une samedi, Ouais. mais hier, c'était tout un match. Là. Ouais. Puis, quel spectacle avec Ouais. Demidov et Hudson. Là, hein, Tout à c'est un fait. vrai spectacle. Oui, c'est le fun de voir ça. Monsieur Legault, j'aimerais qu'on commence avec le dossier des médecins. Ça a été Oui. certainement le sujet chaud de l'automne. Vous venez de conclure un accord avec les médecins Ouais. omnipraticiens. Et là, en octobre dernier, juste avant le dépôt de la loi spéciale, vous êtes adressé aux Québécois dans un court message, mais assez percutant. J'aimerais qu'on en écoute ensemble un court extrait. Oui. Tous les gouvernements avant nous ont toujours cédé aux pressions des puissants syndicats de médecins. Nous, on ne va pas céder. Bon, vous avez dit, nous, on ne cédera pas. Vous semblez un peu avoir cédé. Je regarde tout ce que vous avez enlevé de la loi spéciale, le pourcentage de rémunération lié à l'atteinte des objectifs, l'introduction des pastilles de couleur, les clauses où les médecins estimaient que leur liberté fondamentale Là, il faudrait est en prendre un cause. par un. Là, je pense, Ben non, mais ça en ouais. fait beaucoup quand Non, même. non. Là, vous avez reculé, M. Legault. Là. Ben, tu sais, les pastilles de couleur, au lieu d'être des pastilles de couleur, il y a des pourcentages qui sont donnés. Un patient qui a 25 ans, c'est moins de travail qu'un patient qui a 85 ans avec des maladies chroniques. Ça peut être des couleurs, puis ça peut être des codes, mais il y a des codes, que ce soit des codes, des couleurs, c'est encore là. Mais ce qui est important de dire, c'est que ça fait 25 ans, depuis le rapport de Michel Clerc, qu'on dit qu'il faudrait changer la façon de payer les médecins de famille. Il faudrait que 50 de leur paye soit selon le nombre de patients pris en charge. Pris en charge, ça veut dire quand quelqu'un est malade, il faut le voir en dedans de 24-48 heures. Donc, on a réussi à les convaincre, plutôt que d'être à l'acte ou à l'heure, que 50 de leur paye soit ce qu'on appelle capitation, là, par patient pris en charge. Franchement, on peut se réjouir Mais ça vous d'avoir coûte réussi. cher. Ça vous coûte cher, M. Oui, Legault. oui. Plus cher que ce que vous Oui, pensiez. Oui. Mais écoutez, on leur demande de prendre en charge des centaines de milliers de patients de plus dans les prochains mois. Fait qu'on a toujours su qu'il faudrait mettre de l'argent sur la table. Mais comme vous savez, dans une négo, on ne met pas tout sur la table le jour 1. On part chacun de notre côté, puis l'important, c'est de se retrouver au milieu. C'est ce qu'on a fait. Trouvez-vous que vous avez mené une bonne négociation? Oui. Oui, parce que quand je regarde ceux qui l'ont mené avant, rappelez-vous Gaétan Barrette, qui voulait lui aussi changer la façon de payer les médecins de famille. Bien là, les médecins de famille ont commencé à menacer de démissionner. Puis Philippe Couillard, il a dit hey, on lâche ça, on ne change pas le mode de rémunération des médecins. Nous, on l'a changé. Là. Bien, on va attendre de voir si c'est voté par les médecins. J'espère que ça va l'être. Mais on va avoir fait un changement que tous les gouvernements n'ont pas réussi à faire depuis 25 ans. Est-ce que vous vous attendiez sérieusement, M. Legault, à ce que ça a dérapé, là, un bout de temps, la fermeture de cliniques potentielles, des médecins qui ont parlé de quitter le Québec. Beaucoup de gens sont devenus très, très inquiets. Bien, écoutez, vous pouvez peut-être trouver d'autres citations, là. Vous savez, dans ma vie, j'ai été président d'Air Transat, j'étais dans le secteur privé, public, j'ai négocié avec la FTQ, la CSN, mais j'ai toujours dit, les deux syndicats les plus difficiles à négocier, c'est les deux syndicats de médecins. Pourquoi? Bien, parce que les médecins ont un certain statut dans notre société. Ils sont capables de s'exprimer encore plus avec les médias sociaux. Et bien, quand ton médecin te dit qu'il va peut-être prendre sa retraite parce qu'il est choqué contre François Legault, ça a de l'effet, là, plus qu'un syndicat normal. Là. Donc, on savait que ça brasserait. Là. Je l'ai dit, ça va brasser.
OK. Ouais. Ben, ça a brassé beaucoup au point où votre ministre de la Santé, Christian Dubé, a paru tout à coup un peu éclipsé de ces négociations-là. Ouais, mais- Est-ce que l'entente, au bout du compte, c'est un désaveu de Ben, Christian pas Dubé? du tout. Et j'ai trouvé ça un peu spécial qu'une personne comme Lucien Bouchard, pour ne pas le nommer, dise c'est Christian Dubé qui a fait tout déraper l'été passé. Écoutez, là, moi et Christian, on s'est parlé à tous les jours pendant cette négociation-là et j'étais autant contre la proposition de Lucien Bouchard que Christian. Donc, on était exactement à la même place, là. Donc, c'est un peu normal. Puis justement, le même Lucien Bouchard, quand il venait le temps de finaliser une négociation, ça se passait dans son bureau. C'est un peu normal parce que les syndicats veulent savoir s'il y a moyen d'aller plus haut puis d'aller chercher plus. Puis bon, là, ils ont vu que, oui, il y avait certains compromis qu'on était prêts à faire sur les moyens, mais que il n'était pas question de reculer sur le mode de rémunération des médecins. OK, je veux qu'on parle du projet de constitution québécoise. Oui. C'est une pièce législative majeure que vous avez déposée Oui, cet oui. automne. Il me semble qu'une constitution là, pour un peuple, la loi fondamentale, il me semble que ça devrait être précédé d'une large consultation. Là, tout à coup, on s'est réveillé un matin, ça a été un peu comme « Ah, Simon Jolin Barrette et son groupe viennent d'écrire une constitution. Lisez ça, puis dites-nous un peu ce que vous en pensez. » Écoutez, moi, j'en ai lu plusieurs constitutions. Je me souviens d'Alexandre Cloutier au PQ qui en avait écrit une. Je me souviens de Daniel Turp qui en avait écrit une au PQ. Je me souviens de Benoît Pelletier qui en avait écrit une. Puis je connais Simon, là, c'est un gars rigoureux et travaillant. Il a tout lu ça avant de déposer un projet. Puis là, il va faire 211 consultations. Il va consulter 211 groupes. En fait, il a accepté tout le monde, là. Il y en a à temps plein jusqu'au mois de février. Puis là, on fera les ajustements qui sont nécessaires, mais à un moment donné, il faut mettre au jeu quelque chose. Oui, mais il faut mettre au jeu quelque chose. Quand ce que vous mettez au jeu, là, le barreau du Québec, quand même, c'est une institution au Québec qui dit que c'est un projet qui muselle les contre-pouvoirs, qui affaiblit l'indépendance judiciaire et conséquemment l'État de droit québécois. C'est pas rien, M. Legault. Bien, revenons, pourquoi ils disent ça? Parce que la loi 21, qui interdit les signes religieux pour les personnes, les employés qui sont en autorité, comme les enseignants, le barreau n'aime pas ça. Le gouvernement fédéral n'aime pas ça parce qu'on utilise ce qu'on appelle la clause dérogatoire. Puis on l'a même utilisé de façon préventive. On n'a pas attendu de perdre dans le cours. On a dit, dès qu'on dépose la loi, on utilise la clause dérogatoire. Puis la loi 21 se retrouve dans la Constitution. Donc, je ne suis pas surpris de voir le barreau puis de voir le gouvernement fédéral dire « Je n'aime pas la loi 21 parce que ça brime le droit de femmes, par exemple, qui sont voilées, de pouvoir enseigner. » Mais écoutez, ça existe dans d'autres pays. La majorité des Québécois sont d'accord avec ça. Est-ce que ce sont les Québécois qui devraient décider ou ça devrait être le barreau? Est-ce que c'est normal qu'on puisse contourner aussi facilement, c'est-à-dire en invoquant la clause dérogatoire, quelque chose d'aussi fondamental qu'une charte des droits et libertés? Bien, écoutez, c'est exactement pour ça que c'est là. C'est de dire, quand Pierre Trudeau, le père, a déposé une charte des droits et libertés, il a dit les provinces qui veulent se soustraire à la Charte des droits et libertés pourront le faire avec une clause nonobstant ou dérogatoire. Et je peux vous dire, pour en avoir parlé avec mes collègues des autres provinces, que les premiers ministres des autres provinces me disent jamais on aurait accepté la Constitution s'il n'y avait pas eu cette clause-là. Bon, nous, on n'a pas eu la chance de se rendre jusque-là, on ne l'a jamais signé, la Constitution, mais de dire que maintenant, on enlèverait la clause dérogatoire qui a été mise dans la Constitution par Pierre Trudeau, ça n'a pas de bon sens, là. OK, toute la question du droit à l'avortement, M. Ouais, Legault, c'est ouais. un gros débat. À l'heure actuelle, il est acquis, ce droit-là. Il y a beaucoup d'experts qui disent qu'en l'incluant dans la Constitution, ça va donner une pogne aux anti-choix pour s'opposer, pour contester le droit à l'avortement en cours. Il y a beaucoup de spécialistes qui l'ont dit. Vous vous acharnez. Non. Ben, pas mal quand même. Ben parce non, que... on va écouter 211 groupes. OK. Allez-vous Donc, reculer là-dessus? ben, Allez-vous écoutez, reculer sur l'inclusion du droit à regardez, l'avortement là, dans la Constitution? C'est pas aussi noir ou blanc que vous venez de le dire. D'abord, on est tous d'accord pour une fois, là, sur le fond.
On est tous d'accord pour laisser aux femmes du Québec le libre choix. OK? On est tous d'accord avec ça. Qu'est-ce qui est la meilleure façon de s'assurer de ça? Bon, il y en a qui disent, c'est mieux de rien faire. Comme ça, on va être sûr de ne pas être contesté. On ne fait rien. Quand on regarde ce qui est arrivé aux États-Unis, ça peut être dangereux de rien faire. Simon, ce qu'il propose, c'est de dire, on va écrire dans la Constitution du Québec que tous les gouvernements après nous autres vont être obligés de défendre le droit de choisir des femmes. Bon, là, il y en a qui disent, des avocats, le barreau, disent, oui, mais étant donné que là, vous l'écrivez, vous laissez la chance à des groupes de contester ce droit-là, ça serait mieux de laisser ça flou puis rien faire. Écoutez bien. Est-ce que c'est flou à l'heure actuelle? Bien, je pense que c'est flou. Effectivement, là, si c'était pas flou, ça serait écrit en quelque part noir sur blanc. Là, c'est flou. Moi, je pense qu'on est ouvert. Moi, ce que je veux, c'est la meilleure formule pour protéger le mieux possible la liberté de choix pour les femmes. OK. Vous seriez prêt à reculer si on vous convainc que l'inclusion dans la Constitution, ça serait un recul pour le droit à l'avortement? On est ouvert à ça, oui. OK. Votre cote de popularité, bien sûr, on voit ça dans les sondages légers. À chaque mois, vous êtes à 18 dans le dernier sondage. Vendredi, vous avez fait le bilan de la session parlementaire. Je l'avoue, vous m'avez fait rire un peu, mais dans le bon sens. Je vous ai trouvé comique. Vous avez dit, le référendum qui va peut-être s'en venir en 2026 avec le Parti québécois. Et là, les gens vont peut-être se dire, coudonc, ils sont pas si pires que ça avec Legault. On n'est pas si pire que ça avec Legault. Il me semble que ça fait pas un gros slogan de campagne non plus, là. Oui, effectivement. Il y en a qui m'ont dit ça. Je ne devrais pas dû dire ça comme ça, mais bon, vous savez que je suis assez direct. Je vais répéter ça, peut-être dans le contexte. Actuellement, puis c'est toujours comme ça, entre les élections, les citoyens, pour voter dans un sondage, ils viennent nous dire s'ils sont satisfaits ou non du gouvernement. Bon, puis quand ça fait 7 ans qu'on est là, bien, il y a des Northvolt, des SACLIC et des Kings de Los Angeles. Puis ces 4-5 dossiers-là ont tellement été répétés que même si j'ai pris des centaines de bonnes décisions, incluant pendant la pandémie, les gens disent « Ouais, peut-être qu'on serait mieux avec quelqu'un d'autre. » Mais ils n'ont pas encore analysé ces quelqu'un d'autre-là. Puis ces quelqu'un d'autre-là, essentiellement, c'est deux partis. C'est le Parti québécois avec M. Saint-Pierre Plamondon qui dit « Je m'engage à faire un référendum sur la souveraineté du Québec dans le prochain mandat. » Bon, mettons, si c'est la 4e année, le jour 1 de son mandat, il y aurait de l'incertitude économique. Là, il faut quand même avouer ça. Puis moi, j'ai quitté le PQ parce que je suis convaincu que jamais il y aurait une majorité de Québécois qui vont voter pour un référendum. Vous êtes convaincu de ça aujourd'hui? Oui, je suis convaincu de ça aujourd'hui. Puis je sais qu'il y a eu des gens qui ont essayé de dire « Ah, ça a changé un peu chez les jeunes, c'est passé de 38 à 35, c'est revenu à 38. » Il reste que on est très loin du 50 plus 1. Puis René Lévesque n'a pas réussi. Lucien Bouchard n'a pas réussi. Et puis, je sais qu'il y en a qui voudraient que je milite pour le oui. Je pense pas que François Legault réussirait. OK. Est-ce que vous militeriez pour le oui? Bien, écoutez, c'est une question hypothétique. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de référendum. Fait que je ne vais pas commencer à me commettre. Je ne souhaite pas qu'il y ait de référendum. J'ai déjà été souverainiste, surtout pour des raisons identitaires, parce que je vois le déclin du français à Montréal, puis je vois malheureusement que Justin Trudeau puis maintenant Mark Carney font pas rien. Il nous a envoyé des centaines de milliers d'immigrants temporaires qui ne parlent pas français. On leur demande d'en enlever. Il n'y a pas de réaction. Mais d'aller dire « je vais aller me pénaliser économiquement, puis je vais aller me faire dire non une 3e fois par les Québécois », je pense pas que c'est une bonne idée. Est-ce que vous êtes fier d'être Canadien? Écoutez, moi, je suis d'abord Québécois. Je suis d'abord fier d'être Québécois. On est dans le Canada, mais je suis fier d'être Québécois. Et toute
mon appartenance, là, c'est à la nation québécoise, à notre langue, à notre culture, à nos valeurs. Donc, d'abord québécois, bien avant canadien. OK. Vous venez de parler d'immigration. Évidemment, votre déclaration à l'effet que le pourcentage de francophones à Montréal était passé de 48 à 43 ça a suscité beaucoup de réactions. Il y a des gens, des spécialistes qui ont dit que c'est excessif de dire ça. Ça, c'est les gens qui parlent uniquement français à la maison. Ouais. Oui, ça donne 42,7, donc 43 mais c'est une mauvaise façon de compter dans une situation où les gens parlent parfois plusieurs langues à la maison. Les gens qui parlent français à la maison à Montréal, c'est grosso modo, selon l'Institut de la statistique du Québec, là, 60 Est-ce que vous pesez un petit peu trop fort sur le crayon? Non. Quand on demande aux gens, il y a plusieurs façons d'évaluer s'ils parlent français. Moi, ce que je vous dis, c'est quand on leur demande quelle est la langue que vous parlez le plus à la maison, c'est 43 qui disent le français. Quand on leur demande quelle est la langue que vous parlez le plus souvent au travail, c'est 51 Quand on leur demande la langue qu'ils parlent en public, ou en tout cas, il y a une dizaine d'indicateurs. Tous les indicateurs sont en baisse de 5 points depuis 2-3 ans à cause des... On a quand même ajouté 200 000 immigrants temporaires. Donc, sur 2 millions d'habitants, c'est 10 peu importe le critère qu'on utilise, si on dit est-ce que vous êtes capable de parler français, ça peut peut-être monter à 71 mais il reste que même dans cette catégorie-là, il y a eu une baisse depuis 2-3 ans. Puis si on regarde sur 20 ans, c'est une baisse constante. Donc, moi, il n'y a pas personne qui va me convaincre qu'il n'y a pas un déclin du français à Montréal puis que c'est pas inquiétant. OK. Kim Thuy a fait une sortie plus tôt cette année. Vous le savez, qu'elle ne se sentait pas tout le temps à l'aise au Québec. Et je voyais aujourd'hui dans la presse un article vraiment intéressant de Vincent Brousseau-Pouliot qui est allé au collège d'Ahuntsic pour vérifier un peu comment les jeunes se positionnaient face à la souveraineté. Il parle à une jeune femme d'origine asiatique qui dit moi, j'ai vécu du racisme au Québec. Elle est née à Montréal. Elle dit à l'extérieur de Montréal, on s'étonne que je parle bien français. Je suis née ici. Je suis pour la protection de la culture québécoise. Je suis reconnaissante de vivre au Québec, mais on ne me traite pas comme une Québécoise, donc j'ai de la difficulté à m'identifier à la culture québécoise. Ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Kim Thuy, différent, mais une plus jeune personne, des témoignages comme cela, vous le savez, c'est pas anecdotique, il y en a un certain nombre. Comme premier ministre, quand vous entendez une jeune personne là, qui s'apprête à amorcer son parcours dans la vie, réagir comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Bien, écoutez, d'abord, il faut revenir à la base. Puis ça m'a un peu choqué, ce que dit Kim Thuy, pour être bien franc avec vous, parce que les Vietnamiens qui sont venus au Québec ont été très bien accueillis, puis moi, j'en connais, j'en ai comme amis, puis ils ont bien réussi à s'impliquer dans la société, puis j'adore les livres de Kim Thuy. Bon, on pourrait en nommer plein d'autres. Puis les Québécois ont toujours été très accueillants. C'est le Québec, après l'Autriche, qui, à chaque année, reçoit le plus d'immigrants per capita. Donc, on n'a pas à rougir. Par contre, le problème, c'est pas l'immigration, c'est le nombre. On est rendu, on avait 100, 200 000 immigrants temporaires, on est rendu à 560 000 immigrants temporaires. Ça, c'est en plus des 45-50 000 qu'on accepte de façon permanente à chaque année. Le gouvernement fédéral a ouvert les frontières pour les demandeurs d'asile, pour les travailleurs temporaires, en particulier à Montréal. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème d'intégration dans les régions du Québec. Mais les chiffres dont on parlait tantôt, à Montréal, il y a un déclin du français. Puis si on ne fait pas attention, si on ne renverse pas la tendance, ça va devenir difficile d'imposer le français dans nos commerces, dans nos entreprises, de s'assurer qu'il y a une majorité à Montréal qui écoute de la culture québécoise. Tu sais, c'est sûr que si on ne parle pas français à la maison, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on écoute la télévision en français, qu'on écoute la musique en français. Donc, pour moi, là, protéger le français, protéger notre culture, c'est non négociable. Puis là, ben, on parle du nombre. Le nombre d'immigrants temporaires qui ont été acceptés par le gouvernement fédéral dans les dernières années a largement
dépasser notre capacité d'intégration à Montréal. Ouais. Comment vous réagissez quand les gens d'affaires disent, écoutez, si on en a moins, on va avoir de la misère à faire fonctionner nos usines? Oui, mais écoutez, moi, j'étais en affaires, là. Si demain matin, comme homme d'affaires, on me dit, est-ce que tu voudrais 1 million de plus d'immigrants ou 2 millions de plus? Je dirais, bien, peut-être 3 millions de plus parce que ça garde les salaires très bas. Mais à un moment donné, bon, d'abord, en région, il faut aider nos entreprises, je suis d'accord. Mais à Montréal, il faut aussi arrêter le déclin du français. Je comprends les gens d'affaires qui disent, hey, moi, plus il y a de travailleurs, plus je suis content. Mais à un moment donné, comme nation, il faut se respecter puis il faut protéger notre langue. OK. En terminant, M. Legault, le temps file. Votre gouvernement, je le disais tantôt, est très bas dans les sondages. Vous le savez aussi bien que moi. Pourtant, vous avez certaines réalisations économiques. Là. Je voyais les chiffres qui sont sortis la semaine dernière. Taux de chômage au Québec, 5,1 c'est le plus bas au Canada. À Montréal, taux de chômage, 2,5 de moins qu'à Toronto. On n'a pas toujours vu ça. Pas de récession non plus, malgré les tarifs de Trump. Donc, vous avez des réalisations. Pourquoi ça passe pas, selon vous? Bien, écoutez, d'abord, j'ajouterais là, que depuis 7 ans, quand on regarde la croissance économique par habitant, on a battu l'Ontario et le reste du Canada. Quand on regarde la croissance du salaire moyen, on les a battus. Quand on regarde la croissance du revenu disponible après impôt, après inflation, on les a battus. Alors je reviens avec la question. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que on a aidé 25 000 entreprises, mais on ne parle que de Nordvolt, Lyon et 4-5 dossiers. Donc, moi, j'aimerais ça que les gens regardent la moyenne au bâton. Vous connaissez ça comme un gars de sport. Et puis, notre moyenne au bâton, c'est que dans 95 des investissements, c'est un succès, mais on insiste à parler des quelques échecs. Et bien, c'est ça qui font la manchette, ces insuccès. Puis, ben, c'est malheureux. Il va falloir que je travaille dans les 9 mois qui restent à expliquer que c'est pas rien. Depuis 7 ans, on a battu en économie l'Ontario puis le reste du Canada. C'est pas rien. Donc, pas de marche dans la neige à Noël est déjà faite. Là. Je C'est comprends déjà bien votre fait. marche. C'est déjà fait. C'est déjà réglé avec mon épouse, avec qui je suis depuis 35 ans. Bon. Ben, bravo. Bravo à elle ou bravo à vous? Bravo à elle. Bravo aux deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Legault. Merci, Philippe Quentin. Bonne journée. Ouais, François bonjour. Legault.